Bassement Maclouf-Chabot, bonjour et bienvenue au 45e congrès annuel de l'AAQ. On entend beaucoup ces temps-ci que notre société vit actuellement à l'ère de la gouvernance transparente via le modèle de l'open data. Les grandes puissances occidentales ont pour la plupart décidé d'améliorer l'accessibilité aux informations qu'elles produisent. Vous qui avez travaillé sur l'évaluation des qualités d'une archive, c'était l'objet de votre thèse, j'aimerais vous entendre sur 4 qualités que vous avez perçues et qui me semblent directement reliées à ce phénomène. La lisibilité, la communicabilité, l'exploitabilité et l'accessibilité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ils diffèrent l'un de l'autre? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente de vous voir et d'échanger avec vous sur ces questions intéressantes qui m'ont bien occupée pour un bon bout, en tout cas de ma vie. Alors effectivement, quand on parle d'accessibilité ou d'accès à l'information, il y a toujours un flou qui vient un peu envahir la discussion. Et c'est toujours difficile de distinguer ces aspects-là. Alors, en tout cas, j'ai réfléchi plus ou moins à cette question. Et dans le cadre de la thèse, justement, je suis arrivée au constat suivant, c'est que déjà, l'accès et l'accessibilité, c'est pas pareil. C'est plus ou moins quelque chose de neutre qui vise la permission, l'autorisation à accéder à l'information. Par contre, l'accessibilité, c'est plutôt lié à l'augmentation de l'exploitabilité de l'information et l'exploitabilité des données. C'est quelque chose qui est basé sur tout ce qui est accélération et aide à l'accès à l'information. Alors, de manière un peu plus claire, l'accessibilité, je la comprends selon 3 dimensions essentiellement. L'accessibilité cognitive, c'est être capable d'accéder au contenu. Pour y arriver, il nous faut quand même une certaine capacité à identifier l'information. Dans un plan de classement, on doit être capable d'accéder logiquement à l'information, au positionnement de l'information au sein d'une arborescence classificatoire de nos données. On doit être capable donc, de comprendre la compréhension toute simple. Si c'est écrit en chinois, pour moi, ça ne va pas être compréhensible. C'est entre autres ces aspects-là. Et quand on a une information aussi sans contexte, elle ne va pas être compréhensible et non plus accessible. Donc tout ça, ces 3 dimensions, l'identifiabilité, la compréhensibilité et la contextualisation de l'information font qu'une information sera cognitivement accessible. Alors la deuxième dimension, c'est juridique, c'est plus ou moins parlant pour nous, archivistes, c'est la communicabilité de l'information, c'est-à-dire l'autorisation et l'ouverture par une loi ou par une réglementation. Et du coup, on parle de communicabilité légale et réglementaire. Le troisième aspect, qui représente la troisième dimension, qui est l'accessibilité matérielle, c'est lié essentiellement au contenant. C'est-à-dire qu'on sera capable de lire via des formats ouvrables l'information. Et là, on parlera de lisibilité. La repérabilité aussi est importante et les deux forment l'aspect matériel ou l'accessibilité matérielle qui garantissent finalement l'exploitabilité. Sans ces 3 facettes, on ne peut pas exploiter l'information. Parfait. Et ces 3 types d'accessibilité que vous venez de parler, si on les décortique un petit peu, prenons d'abord l'aspect juridique. La disponibilité des données à l'échelle internationale, ça pose un grand défi pour les différentes lois nationales d'accès à l'information. Comme vous l'avez soulevé lors de votre recherche sur le projet CADEPS, le problème, c'est surtout au niveau du consensus concernant certains indicateurs qualitatifs. Comment, par exemple, on peut s'entendre sur une définition commune du concept de vie privée? C'est très intéressant, ça, c'est comme question. Et puis, je vais vous dire tout de suite que ça dépend. On ne peut pas définir en absolu et de manière, avec une formule magique, une définition qui s'appliquerait partout, cette notion de vie privée. Alors, par exemple, si je prends le contexte suisse, le privacy ou la vie privée des données est définie par la loi fédérale sur la protection des données, l'LPD. Vous voyez vraiment une législation qui vient définir ça. Pourquoi je parle de législation? Parce qu'en fait, on ne peut pas fonctionner avec nos propres définitions de la vie privée. L'impact est essentiellement juridique. Si cette vie privée est touchée, c'est surtout la dimension
légal et réglementaire qui est concerné et qui est là pour cadrer cette vie privée. Alors, au niveau de cette loi fédérale, on l'a définie comme une loi qui touche les données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Personne concernée, donc physique ou morale. C'est des choses qu'on a plus ou moins dans pas mal de législations et de réglementations. Quand on parle de données sensibles, données personnelles, c'est-à-dire les données sur l'opinion, l'activité religieuse, philosophique, politique, syndicale, la santé, la sphère intime, le profil d'une personne par rapport à sa position sociale, par exemple, si une personne qui a besoin, qui reçoit de l'aide sociale, c'est quelque chose qui doit être protégé, c'est pas quelque chose d'accessible ou à diffuser à l'échelle publique. Poursuite ou sanction pénale ou administrative, profil de la personnalité, un assemblage par exemple de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles d'une personnalité, physique d'ailleurs ou bien morale, c'est quelque chose qui doit être protégé. Alors ça c'est plus ou moins quelque chose d'assez partagé, d'assez conventionnel. Donc chaque législation, chaque pays va le prendre ou va le formuler avec ses propres termes. Mais ce qui est quand même critique et qui mérite une réflexion et un approfondissement, c'est surtout le problème lié aux données massives. Alors, généralement, on a des bases de données très généreuses, alimentées de manière assez confortable par nous tous, les réseaux sociaux, la messagerie, les messageries et les boîtes de messagerie personnelles. C'est des récipients très, très, très importants en termes de données, de stockage de données, qui sont facilement compilés ou qui peuvent être compilés. Et là, on va voir un croisement de données qui va produire une autre donnée qui toucherait certainement la vie privée. Et ça on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est ça qui est un peu sensible et dangereux. C'est par rapport à cette dimension qu'on ignore et qu'on ne discute pas. Quelquefois, on en parle, le futur, le sort de nos tweets ou bien nos discussions sur Facebook, et puis on dit non, on n'a pas archivé ça, mais alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? C'est quoi finalement la finalité de ce stock de données ? Alors ça, c'est des questions vraiment fondamentales, mais voilà, on n'a pas pour l'instant les réponses. Ça mérite réflexion en tout cas. Oui. Par rapport à ces futures utilisations, justement, on a vu ces dernières années plusieurs dérives en ce sens. Par exemple, il y a certaines Google Maps aux États-Unis qui ont été publiées avec l'adresse de tous ceux qui possèdent une arme à feu. Ici, au Québec, on a vu dans un journal de Montréal une carte avec des points indiquant où résidaient d'anciens prédateurs sexuels. Et puis là, ça a fait parler beaucoup sur les médias sociaux, justement. Et puis là, ça a été une grosse guerre d'opinion qui s'en est suivie. L'information, elle peut parfois nuire, comme dans ces cas-là. Qui serait responsable des dérives dans le cas d'un conflit juridique? L'archiviste, l'État, le journal, y a-t-il... Alors, a priori, je ne vois pas une responsabilité directe de l'archiviste parce qu'en général, l'archiviste intervient plus, il est plus concerné par l'information institutionnelle, qu'elle soit au niveau privé ou public. Là, on parle du domaine privé. On parle de la production de l'information à titre privé. Et c'est là où on n'a pas de paramètres. Et c'est là où on a vraiment une exploitation, une pratique qui manque de cadre, manque de beaucoup de rigueur. Et c'est un peu normal parce que c'est le privé, c'est le personnel et privé. Là, il faudra éventuellement peut-être creuser du côté de des exigences légales ou bien du cadre légal qui pourrait un peu plus intervenir à ce niveau-là. La loi, en général, est stipulée, elle est adoptée suite à une pratique existante. Je pense que ça ne va pas tarder
Et les questions de ce type-là sont assez sensibles quand même et qui n'ont pas, il laisse pas non plus tout le monde indifférent. C'est des choses qui ont déjà des histoires un peu partout dans nos pays et ça commence à faire du bruit. Je pense que c'est quelque chose qui va inciter le législateur dans pas mal de pays pour faire quelque chose à ce niveau-là. J'aimerais aussi vous entendre sur les récents développements concernant le concept à la mode de ville intelligente ou de transport intelligent, qui au final a pour but de récolter et d'enregistrer toutes sortes de données provenant des utilisateurs. La plus récente initiative, par exemple, c'est l'installation sur les policiers de la Ville de Montréal de caméras pour filmer leur intervention. Voyez-vous dans cette masse de données une amélioration ou un danger à la George Orwell? Oui, alors ça c'est justement quelque chose qu'on présente dans nos conférences avec beaucoup de fierté. Donc à quel point on est capable de rendre nos villes intelligentes, les bus sont contrôlés par des caméras, les rues sont surveillées partout par des caméras. Dans certains cas, des quartiers un peu sensibles. En Suisse, il y a eu, et spécialement à Genève, il y a eu tout un débat sur l'installation d'une surveillance dans un rue, dans un quartier assez sensible, disons, pour ne pas dire autre chose, où on vit un peu tard la nuit, et c'est des quartiers animés et fréquentés évidemment par toutes sortes de personnes. Et ça a été, ça a créé donc pas mal de bruit justement sur la validité de cette approche. Et la réponse toujours vient déguisée sous forme de l'intérêt public, la sécurité nationale, la sécurité locale. Mais je ne suis pas certaine que c'est vraiment la bonne raison, parce que les gens qui veulent éviter ou essayer de gérer un peu les choses au niveau des délinquants. On a constaté que les dealers, par exemple, allaient dans les parkings pour fuir un peu les caméras. Et là, ça crée un autre problème au niveau des parkings. Alors, c'est pas forcément... ça a juste déplacé le problème, mais ça n'a pas réglé le problème. Et le problème, le débat était quand même très intéressant, qui n'a pas animé uniquement Genève, mais qui a animé toute la Suisse au complet, c'est Street View, qui a été empêché au niveau de la Suisse, et ça a été quand même un débat fédéral, permettre ou pas donc cette pratique, et ça a été vraiment tout un débat, et c'était pas facile pour tout le monde. Les avis étaient très très partagés, parce qu'on sait pas, on n'est pas capable de saisir l'ampleur et l'impact de l'utilisation. Ce n'est pas l'utilisation formelle ou affichée ou explicite qui nous inquiète. C'est plutôt à partir de là ce qu'on peut faire. Et ça, c'est là la question. On peut pas à partir du moment où on ne contrôle pas les utilisations secondaires de ce genre de pratique, on ne peut pas avoir des pratiques sécuritaires. Peut-être aussi, il pourrait y avoir des pratiques de hacking de ce matériel-là, comme on a vu aussi avec les autos intelligentes, là, un peu avant. Oui, tout à fait. Puis, justement, c'était un peu dans le même ordre d'idée. Il y a 2 jours, on a eu une conférence sur l'intelligence économique, et il y a quelqu'un des services de transport public de Genève qui était très content de nous expliquer combien de capteurs on peut avoir dans un bus. C'est incroyable, une vingtaine de capteurs, c'est pratiquement pour chaque personne, chaque entrée, et pour chaque angle, ils ont vraiment étudié la probabilité que ça croise les visages, et c'est là qu'on est tombé sur... On peut carrément avoir tracé ou traqué complètement un voyageur. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même. On a bien compris que l'IT chez ces gens-là est très avancé, mais pas à ce point-là. Ça va vite. Pour conclure, j'aimerais vous entendre sur Wikileaks. Les canaux de diffusion officiels aujourd'hui semblent être utilisés par les chercheurs, mais ce qui sort le plus dans les médias internationaux depuis un certain moment, ce ne sont pas les grandes études réalisées avec ces données, mais plutôt les documents en fuite sur les réseaux underground. Même si la pratique est illégale, elle alimente la machine médiatique du monde entier.
Comment se positionne l'archiviste face à ces fuites? Est-ce qu'il balaie le problème du côté des informaticiens? Alors effectivement, là on a une très belle question. Est-ce que ça concerne l'archiviste ou pas? Alors moi je dirais que évidemment c'est pas, on ne vit pas dans un contexte tout à fait neutre. L'archiviste ne vit pas dans un autre monde, heureusement. Mais effectivement, l'archiviste n'est pas un journaliste. C'est pas à lui de chercher à divulguer une info qui va la diffuser à une échelle publique, à grande échelle, disons. C'est pas un travail de journaliste qu'on fait. C'est une intervention qui se focalise sur, qui est cadrée essentiellement par deux aspects. Donc l'éthique professionnelle et le cadre légal et réglementaire. C'est pas quelque chose qui est spontané. C'est pas parce que j'aime bien les calendriers de conservation, je me lèverai le lendemain pour faire un calendrier de conservation dans mon organisation. C'est un cadre, c'est une obligation. Le producteur des documents doit le faire. Et c'est quelque chose qui doit s'inscrire complètement dans un cadre institutionnel. C'est pas le journaliste qui va chercher l'info, qui va lui permettre de parler de lui pendant la semaine, dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux. Et c'est justement une intervention cadrée. Le code de déontologie des archivistes aborde explicitement cet aspect. Et je suis contente d'avoir cette question parce qu'en fait, il y a carrément quelques phrases explicites qui parlent de la nécessité de travailler justement notre pratique et de l'orienter vers la protection des données. Et selon le code de déontologie, il est clair que les archivistes veillent à ce que la vie des personnes morales et des individus ainsi que de la sécurité nationale soit protégée. C'est pas à lui de diffuser des infos qui n'ont pas un lien avec la chaîne archivistique, ni le traitement archivistique, ni la valorisation et la diffusion de l'information. La diffusion et la valorisation, pour revenir justement en lien direct avec la communication et la diffusion générale d'infos, implique qu'on permette l'accès pour des personnes autorisées, un accès à l'information appropriée pour les personnes mandatées et autorisées à le faire, pas parce que notre copain est là, il voulait faire voir le contrat ou le parchemin, je ne sais qui, on va le faire. Il faut qu'il soit autorisé. Et c'est justement à cela qu'on doit donc faire attention. Bien, merci pour votre entretien et puis bonne fin de congrès. Merci beaucoup.